Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci énormément pour votre présence ce matin. Mon nom est Marie-Lou. Je vais animer le point de presse du mouvement laïque québécois qui lance aujourd'hui sa campagne de financement Je donne 21.ca. Rappelons que le mouvement laïque québécois interviendra aux côtés du procureur général du Québec, ici même au Palais de justice de Montréal, dès le 2 novembre prochain. Et ce, pour défendre la validité de la loi sur la laïcité de l'État, qui fait présentement face à une contestation judiciaire. Le point de presse sera d'une durée approximative de 25 minutes. Il y aura 3 interventions. Dans un premier temps, Mme Lucie Jobin, présidente du mouvement laïque québécois, prendra la parole. Dans un deuxième temps, vous entendrez Maître Luc Allary et Maître Guillaume Rousseau, les procureurs représentant le mouvement laïque québécois dans la défense de la validité de la loi sur la laïcité. Enfin, dans un troisième temps, Mme Nadia El-Mabrouk, parent d'élèves fréquentant l'école publique, s'adressera à vous. Une période de questions est prévue à la fin des interventions. On vous remercie pour votre attention. Alors, sans plus tarder, Mme Lucie Jobin, présidente du mouvement laïque québécois. Alors, bonjour à tous et merci aux médias qui sont présents et bienvenue à tous les citoyens qui participent à notre point de presse. Alors, le mouvement laïque québécois est le seul organisme de la société civile fondé sur la revendication de la laïcité de l'État, un objectif démocratique pour lequel nous militons depuis 40 ans. Le mouvement laïque québécois est un organisme sans but lucratif qui a pour objet de promouvoir la laïcité comme valeur de cohésion, valeur publique et source de cohésion sociale, de promouvoir et de revendiquer le caractère laïque de l'État, de ses institutions et des agents de l'État et de s'opposer à toute atteinte au caractère de neutralité de l'État et de ses institutions publiques. Il a notamment porté la cause contre la prière dans les assemblées municipales et qui nous a mené à une victoire à la Cour suprême. Le MLQ est indépendant du gouvernement et ne reçoit aucune subvention ou aide financière de fonds publics ou autres. Il n'a pas de personnel permanent et fonctionne seulement grâce au bénévolat de ses membres, à ses cotisations, à leurs cotisations et aux dons de ses cotisants. Dans cette cause, le MLQ, pour la défense de la loi sur la laïcité, le MLQ représente des parents d'élèves qui tiennent à ce que la liberté de conscience et les valeurs morales de leurs enfants ne soient pas brimées par les croyances religieuses affichées par des enseignants et des enseignantes. Nous sommes le seul organisme qui représente les parents et nous faisons face à 18 organismes très puissants, représentés par une quinzaine d'avocats qui vont faire intervenir 8 experts, le tout financé par des fonds publics et privés. Vous avez en main la liste de ces organisations où on retrouve parmi les opposants la Commission canadienne des droits de la personne, financée par des fonds fédéraux, ainsi que la Commission scolaire English Montréal, entièrement financée par des fonds publics, de même que la Fédération autonome de l'enseignement, FAE, qui vit grâce aux cotisations de ses membres. Ce syndicat, n'a d'ailleurs aucun mandat pour contester cette loi. En effet, en 2012, un sondage de la FAE auprès de ses membres révélait que près de 78% s'opposaient au port de signes religieux visibles par des représentants de l'État. Cette forte volonté des membres a été reniée par l'exécutif lors du congrès qui a suivi. Alors, comme vous pouvez le constater, nous devons combattre à armes inégales sur tous les fronts. Alors, nous faisons donc appel au soutien populaire pour défendre ce droit fondamental parce que nous ne recevons aucun financement pour défendre cette loi essentielle en démocratie. Merci, Mme Jobin, présidente du mouvement laïque québécois. Alors maintenant, je cède la parole à Maître Luc Allary, qui sera accompagné également de Maître Guillaume Rousseau.
Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors, voici, la loi sur la laïcité de l'État est actuellement contestée par un groupe de personnes qui ont pour mission d'enseigner à des enfants à l'école publique. Alors, parmi ce groupe, on y trouve, en fait, c'est une minorité de futurs enseignants, d'enseignants, un syndicat d'enseignants, une commission scolaire et un syndicat du personnel administratif. En fait, leur position est essentiellement égocentrique. Ils n'ont que faire du droit à la liberté de conscience des élèves et de leurs parents. Alors, ils reçoivent notamment l'appui de groupes religieux et notamment, comme on l'a dit tantôt, de la Commission canadienne des droits de la personne. En somme, ils veulent imposer leurs valeurs à l'école publique du Québec. Alors, jusqu'à ce que la Cour supérieure autorise le mouvement laïque en janvier dernier à intervenir en appui au procureur général du Québec, les élèves et leurs parents étaient totalement absents du débat sur la validité de la loi, alors qu'ils en sont les premiers bénéficiaires. Alors, la Cour suprême exige notamment un débat complet par toutes les parties impliquées pour décider de la validité d'une loi. Alors, sans l'intervention du mouvement laïque, au nom des élèves et des parents, personne ne viendrait expliquer au tribunal des raisons pour lesquelles des parents s'opposent au port de signes religieux à l'école publique. Alors, le tribunal a d'ailleurs demandé d'entendre des témoignages des personnes qui sont pour ou contre la loi. Alors, le mouvement laïque fera donc entendre des parents venir expliquer au tribunal pourquoi ils s'opposent au port de signes religieux au primaire et au secondaire à l'école publique pour assurer à leurs enfants une éducation conformément à leurs convictions plutôt qu'à celle des enseignants. L'article 41 de la Charte des droits et libertés de la personne est très clair. Il garantit aux parents le droit de s'opposer à toute influence religieuse en classe. C'est ce que le mouvement laïque fera valoir. Et c'est d'ailleurs ce déjà en 1996, la Cour suprême avait indiqué le rôle important que les professeurs jouent en classe. Ce sont des modèles pour les enfants, c'est eux qui les influencent, d'où l'importance de respecter le caractère de neutralité de l'école. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc un peu dans la foulée de ce que mentionnait Maître Allary à l'instant, moi ce sur quoi je voulais insister ce matin, c'est l'importance du droit fondamental à des services publics laïques. Un droit qu'on retrouve à l'article 4 de la loi sur la laïcité. Parce que chez les opposants à la laïcité, on entend souvent dire que la loi 21 vient enlever des droits, alors que c'est tout le contraire. La loi 21 vient donner des droits pour la première fois dans notre histoire. Un droit fondamental à des services publics laïques est inscrit noir sur blanc dans une loi à l'article 4 donc, de la loi 21. Et c'est vraiment au cœur du procès qui s'en vient parce que si jamais à l'issue du procès, la loi est interprétée de manière atténuée ou encore si jamais la loi est déclarée en partie inconstitutionnelle, bien, forcément, ça va diminuer la portée du droit fondamental à des services publics laïques, puisque ce droit-là, dans le fond, il est mis en œuvre. Toutes les dispositions de la loi sur la laïcité visent à mettre en œuvre le droit fondamental à des services publics laïques. Donc, c'est aussi pour ça que le mouvement laïque québécois est ici ce matin et lance sa campagne de financement visant à défendre la loi 21. Merci. Merci, Maître Allary, Maître Rousseau. Maintenant, pour terminer au niveau des interventions, elle fait partie des 5 parents qui témoigneront pour le mouvement laïque québécois devant la Cour. Alors, j'invite maintenant Mme Nadia El Mabrouk. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, je suis une maman de 2 garçons de 12 et 14 ans, alors qu'ils viennent de rentrer tous les 2 au secondaire cette année. Donc il y en avait un au primaire l'année dernière, cette fois ils sont tous les 2 au secondaire. Alors les gens me connaissent plus en tant que militante pour la laïcité, mais en fait c'est quand mon plus jeune garçon est entré à l'école primaire,
que j'ai ressenti la nécessité de m'impliquer dans le débat public pour faire valoir les droits des parents à une école laïque, notre droit, mon mari et moi, mon mari qui est ici, à une école laïque. Alors j'ai commencé à intervenir en fait dans le cadre du cours d'éthique et culture religieuse parce qu'on a constaté, mon mari et moi, qu'il y avait de la pression qui s'exerçait sur mon fils dans le cadre de ce cours pour qu'il s'identifie comme musulman. On a trouvé ça inacceptable. L'école n'a pas amené des enfants à s'identifier à travers une religion, ni à valoriser les appartenances religieuses ou les pratiques religieuses. Si les parents veulent transmettre des valeurs religieuses à leurs enfants, alors c'est à eux de le faire et non pas à l'école. Les parents ont le droit de s'attendre à ce que les enfants, surtout les plus jeunes qui n'ont pas encore développé l'esprit critique et qui sont les plus vulnérables à l'endoctrinement, soient protégés à l'école de toute pression religieuse, de tout prosélytisme religieux, actif ou passif. Donc c'est pourquoi je suis inquiète pour mes enfants des contestations à la loi 21 par des enseignantes qui exigent de porter leurs symboles religieux pour enseigner à l'école publique au mépris du droit des parents et des enfants à la liberté de conscience. Une enseignante qui porte un voile islamique n'est pas neutre. Elle transmet un message qui favorise une religion. En fait, c'est un message politico-religieux en faveur d'une vision intégriste de l'islam. Bon, et puis même si elle ne fait pas du prosélytisme actif, mais d'ailleurs on est en droit de douter de la part de personnes qui disent préférer, vous savez, ces personnes-là disent préférer renoncer à leur profession plutôt que d'enlever leur voile. Alors elles ont une position intégriste. Alors on peut douter du fait qu'elles ne fassent pas de prosélytisme actif. Mais même si elles ne le font pas, le voile en lui-même est un signe religieux qui transmet un message. C'est ça. Une enseignante qui porte un voile transmet un message. Bon, le message, c'est celui qu'une bonne musulmane est une musulmane voilée. Non seulement c'est un message religieux, mais en plus, dans ce cas, c'est un message on ne peut plus sexiste, celui que la femme doit se couvrir les cheveux devant un homme. C'est un message qui va à l'encontre des valeurs éducatives de base de l'école publique, auxquelles on tient beaucoup, mon mari et moi, une éducation égalitaire et sans stéréotypes sexuels. Alors c'est notre droit, en tant que parents, que ces valeurs d'une école laïque soient transmises à nos enfants sans interférence avec des valeurs religieuses qui transmettent un message inverse aux valeurs éducatives de l'école et qui n'ont pas à être reconnues ni banalisées. De plus, en tant que Tunisienne, je connais très bien la pression sociale que constitue le port du voile. Et je trouve inadmissible que des enfants, et en particulier des petites filles de familles musulmanes, subissent cette pression à l'école de la part d'enseignantes voilées qui leur transmettent le message qu'une musulmane qui se respecte, c'est une musulmane voilée. Alors c'est pourquoi j'ai choisi de témoigner devant la Cour pour faire valoir mon droit de maman à une école publique laïque. Merci, Madame El Mabrouk. Merci à tous pour vos interventions. Je tiens à préciser que vous trouverez sur le site jedonne21.ca sous l'onglet presse les témoignages des parents qui ont été déposés à la Cour. Alors, aujourd'hui, c'est Mme El Mabrouk qui a pris la parole comme parent. Il y avait des parents avec elle, à ses côtés. Mais si vous voulez prendre connaissance des déclarations, elles seront, suite au point de presse, sur la plateforme jedonne21.ca. Alors maintenant que les interventions sont terminées, nous sommes prêts à prendre les questions des journalistes. Et les intervenants seront également disponibles pour des échanges particuliers. Donc, oui, juste vous identifier, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Stéphanie Marin de la Presse canadienne. J'aurais 2 questions pour Maître Rousseau. Oui, alors des questions pour Maître Rousseau. Oui, Oui. Maître Rousseau, bonjour.
Est-ce qu'il peut nous expliquer les prochaines étapes de la procédure judiciaire? Où est-ce qu'on en est maintenant et vers quoi on s'en va? Oui, donc vendredi dernier, on a reçu les plans d'argumentation des parties qui s'opposent à la loi. Donc essentiellement leur plaidoirie, mais écrite, donc les arguments juridiques avec les jugements et tout ce qu'ils invoquent finalement pour contester la loi. On a reçu ça donc vendredi dernier. Et d'ici un mois, nous devrons produire, nous, donc au plus tard, je pense le 9 octobre, nous devons produire notre plan d'argumentation, donc les arguments juridiques qui serviront donc à défendre la loi 21. En parallèle à cela, il y a des négociations présentement entre les différents avocats pour finalement planifier le procès. Vous savez, c'est un procès qui est prévu pour 5 semaines, peut-être même plus. Donc, les avocats se parlent entre eux à savoir tel interrogatoire, ça va durer combien de temps, la plaidoirie de tel intervenant, est-ce que c'est une demi-journée ou une journée. Donc, on en est vraiment là et aussi à déterminer le nombre de témoins. Parce qu'il faut comprendre que pour les experts, le juge nous a dit qu'il souhaitait entendre chaque expert, ce qui n'est pas toujours le cas, mais vu l'importance de la cause, il nous a dit qu'il voulait entendre un résumé approfondi, ce sont les mots du juge, un résumé approfondi de chacun des rapports d'experts. Donc, on peut penser une demi-journée, une journée pour chaque expert au niveau interro contre interro. Et ensuite, pour ce qui est des témoins de fait, donc par exemple les parents ou de l'autre côté les enseignants, là, le juge semble indiquer qu'il souhaitait au moins un témoin par profil type, donc au moins une enseignante, au moins un parent, mais peut-être qu'il pourrait y en avoir plus. Donc, c'est présentement ce qu'on est en train de discuter. Et tout ça en vue du procès là, qui débuterait le 2 novembre. Donc, je ne sais pas si Maître Allary a d'autres... Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Donc, je pense que l'essentiel est là. J'avais aussi une question sur votre position en droit. Bien que vous soutenez que la loi 21 n'a pas pour objet de discriminer entre divers citoyens, est-ce qu'on n'a pas quand même, on n'assiste pas quand même à une discrimination indirecte, dans le sens où ça crée des distinctions entre des enseignants neutres et des enseignants qui montrent des signes religieux? C'est aussi une forme de discrimination qui est protégée par les chartes? Donc, c'est un argument. Juste répéter sa question. Ah oui, OK. Donc, la question qui est posée par Mme Marin de la presse canadienne, c'est à savoir si, même si tout le monde s'entend pour dire que la loi 21 ne pose pas de discrimination directe, certains prétendent, et c'est effectivement un des arguments des opposants à la loi, que la loi 21 pose une discrimination indirecte. Donc, pour répondre à la question, c'est un argument soulevé par les opposants, mais à mon avis, à notre avis, il est complètement mal fondé pour une raison bien simple, c'est que dans l'arrêt Mouvement laïque québécois, donc qui porte le nom de mon client, de l'organisme qui lance aujourd'hui sa campagne de financement, donc dans l'arrêt Mouvement laïque québécois contre Ville de Saguenay, c'était un des arguments qui était soulevé par la Ville de Saguenay. Donc, vous vous souvenez, ça concernait la prière au conseil de ville. Et ce qui était plaidé du côté du maire Tremblay de la Ville de Saguenay, c'est-à-dire les élus municipaux ont le droit ont la liberté de religion, donc ils peuvent faire leur prière au conseil de ville. Et si on leur interdit, bien là, ça voudrait dire qu'un croyant aurait comme moins le droit de se présenter à un conseil de ville qu'un athée qui, lui, n'a pas besoin de faire sa prière. Alors, c'était dans l'air et ça a été complètement rejeté par la Cour suprême qui dit pas du tout. Quand on est représentant de l'État, on n'a pas cette liberté de religion, on a plutôt un devoir de neutralité qui est, dans ce contexte-là, plus important que la liberté de religion. Alors nous, c'est ce qu'on va plaider. Et les autres partis, finalement, sans vraiment l'assumer, à mon avis, ce qu'ils veulent, c'est finalement revenir en arrière par rapport à l'arrêt Mouvement laïque, pourtant rendu par la Cour suprême là, de manière très claire. Merci, Maître. Merci. Vous pouvez avoir le même answer, mais en anglais. Yes, when it comes to systemic discrimination? Yeah, exactly. Okay, so basically those who oppose Bill 21, they say that Bill 21 is a source of systemic discrimination. So that's their point. There are many answers to that, but I think the best one is that it was basically one of the main arguments of the Ville de Saguenay, City of Saguenay, in the case of Mouvement laïque québécois v. City of Saguenay in 2015. So basically, the argument of the City of Saguenay was that their mayor, their city councilor, they wished to pray at the beginning of the town hall meeting, and they wished to pray because of their freedom of religion, of their right to equality, and basically one argument was that
You know, if you prohibit a prayer at the beginning of the meeting of the city council, you will prohibit those who believe in God to be an elected official. And those who don't believe in God, they can be an elected official very easily. They don't have to pray at the beginning of the meeting. So that was one of the arguments of the city of Saguenay. Mostly freedom of religion, but it was completely rejected by the Supreme Court of Canada, saying when you represent the state, it's not about your freedom of religion, it's about your duty of neutrality, religious neutrality. So basically we are putting forward the same argument in the case of the Bill 21, and those who oppose the Bill 21, they don't say it explicitly, but basically they want to move the jurisprudence away from the ruling in Mouvement Laïque v. City of Saguenay to be back to a more different kind of a vision of the neutrality of the state. Merci. Est-ce qu'on pourrait répondre à d'autres questions? Est-ce que c'est bien pour maintenant? Parfait. Alors, les intervenants restent disponibles. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, très appréciée, et une bonne fin de journée à tous. Merci.